d'être présents pour cette séance intitulée Rêver ensemble, parce que dans les questions d'alliance, il est question de désir, de rêve et parfois de cauchemar. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ouria Boutelja, militante décoloniale qui a cofondé le PIR et est désormais membre actif de Parole d'honneur et du QG décolonial. Richard Seymour, qui a milité au sein du SWP anglais et qui vient de faire paraître aux éditions Verso un très bon bouquin qui s'appelle Disaster Nationalism, et son éditeur Sébastien Budgen de Verso Books qui a accepté de le traduire aujourd'hui. On devait être trois, vous deviez être trois et finalement vous êtes que deux, ce qui vous laisse plus de temps pour parler, donc vous aurez environ 25 minutes chacun et puis ensuite un échange avec la salle. On va commencer par toi, Richard. Merci. I'm going to tell you about a disaster. State of Oregon, summer of 2020, a wildfire bigger than anything in living memory so far. In the Pacific Northwest, tons of organic fuels dry out during the summer. Hot, dry winds blow in from the east. A spark can trigger a blaze that cuts through the forests and the brush with teeth of flame tens of meters long. And the intensity of these blazes has been increasing over the last 3 decades as the climate has warmed. Je vais vous raconter l'histoire d'un désastre. Donc, c'est l'État de l'Oregon, c'est l'été 2020, et c'est un feu de forêt, le plus grand feu de forêt qu'on avait vu jusque-là. Dans le nord-ouest du Pacifique, des tonnes et des tonnes de combustible organique sèchent pendant l'été. Des vents chauds viennent de l'est et une étincelle peut créer un incendie qui coupe complètement les forêts et la broussaille avec des flammes qui sont des dizaines de mètres de hauteur, qui font des dizaines de mètres de hauteur. L'intensité de ces incendies a accru pendant les 3 dernières décennies avec le réchauffement du climat. So, in September 2020, the wildfire swept over the Cascade Mountain Range in the west of Oregon, was driven up the slopes blanketed with fuel-rich pine forests, and was oxygenated and pushed over the Cordillera Chines by hurricane-strength Pacific winds until it rolled across the rural plains and forests like lava. En septembre 2020, donc ce feu de forêt est complètement passé sur les montagnes des Cascades, dans l'ouest de l'Oregon, est monté dans les forêts de pins, et a été oxygéné et envoyé vers les crêtes par les vents qui avaient la puissance d'un ouragan qui viennent du Pacifique, et puis après est descendu dans les plaines rurales et les forêts comme des vagues de lave. So winds blew wildfires into megafires and downed power lines to create more fires, burning at up to 800 degrees Celsius. 10% of the state's population was forced to evacuate. Thousands of homes were destroyed, 33 people actually killed. This acute disaster followed hard upon a series of chronic disasters. Financial crash of 2008, followed by economic depression, soaring poverty rates and joblessness, especially in rural counties, suicide rates soaring, pervasive alcoholism, second highest addiction rates in the United States, and this is before the fentanyl crisis took off. Donc les vents ont fait accroître encore plus les feux de forêt, ils les ont transformés en méga incendies qui ont fait tomber les lignes électriques, qui ont créé encore plus d'incendies, avec des températures qui atteignaient 800 degrés. 10% de la population de l'État a été forcée d'évacuer. Des milliers de foyers ont été détruits et 33 personnes sont mortes. Donc c'était un désastre aigu qui venait après toute une série de désastres chroniques. La crise financière de 2008,
la dépression économique qui a suivi, des niveaux de pauvreté et de chômage qui partaient en pic, surtout dans les comtés ruraux, des niveaux de suicide qui montaient très haut aussi, un alcoolisme envahissant, le deuxième degré d'addiction le plus haut dans les États-Unis, dans cet État de l'Oregon, et ça c'est avant la crise du fentanyl. We often hear that disasters bring people together, the city of comrades, the democracy of distress, or what Rebecca Solnit calls disaster communities. It ain't necessarily so. Kai Erickson, who is a sociologist specializing in disaster, found not a single example of this in his work. And if it does happen, it happens only where the community wasn't already riven with ethnic and class fault lines. Donc on parle beaucoup du fait que des désastres peuvent rassembler les gens. On parle de la cité des camarades, la démocratie de la détresse. Rebecca Solnit parle de communauté de désastres, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Kai Erickson, un expert sociologue qui travaille sur les désastres, n'a trouvé aucun de ces cas-là. Et quand ces cas peuvent se produire, c'est seulement dans les cas où les communautés n'étaient pas déjà divisées très profondément par des clivages ethniques et de classe. Erickson found that in most scenarios, acute disaster compounds chronic disaster. The chronic disasters of poverty, of addiction, creep around and shut down a person's defenses without them noticing. So when the acute disaster comes, people experience, instead of rebelliousness, something akin to a psychological concussion, a dull silence, a retreat to the survivalist enclaves of life, and hopelessness, apocalyptic hopelessness, the sense that some bleak truth about the world has been exposed. Erickson trouvait que dans la plupart des cas, les désastres aigus aggravaient, en fait, intensifiaient les désastres chroniques. Les désastres chroniques de pauvreté, d'addiction se répandent de façon insidieuse et affectent en fait les formes de défense des personnes sans qu'ils s'en rendent compte. Et quand le désastre aigu arrive, les gens expérimentent, vivent quelque chose qu'on peut comparer à une espèce de commotion cérébrale psychologique, un silence sourd. Une retraite dans les enclaves survivalistes de la vie, une forme de manque total d'espoir, manque total d'espoir apocalyptique, le sens qu'une vérité sombre du monde vient de venir à jour. Yet today's far right loves disaster. They love it. They can't stop fantasizing about imaginary disasters, great replacement, white genocide, FEMA death camps, and in India, the love jihad. And they love raging and rioting and pogroming against imaginary disaster. And in Oregon, this took the form of a spontaneous mass apocalyptic fantasy spread through social industry networks because there is scant local news. And then echoed by figures in authority from local police to Donald Trump. Mais l'extrême droite de nos jours adore les désastres. Ils ne peuvent pas s'empêcher de fantasmer sur les désastres imaginaires, que ce soit le grand remplacement, le génocide blanc, les camps de la mort ou le djihad de l'amour. Ils adorent être en colère, faire des émeutes et faire des pogroms contre ces formes de désastres imaginaires. Et dans l'Oregon, tout cela a pris la forme d'un fantasme apocalyptique spontané, de masse, qui a été répandu par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a très peu, en fait, d'organes de la presse locale. Et donc, après, qui a été repris
par les figures d'autorité qui allaient de la police locale jusqu'à Donald Trump. Since 27, rumor had it that a seditious group called Antifa was planning a massacre of white conservative Christians to impose a liberal tyranny. And in 2020, they looked at the COVID lockdown and they said, this is the tyranny we've been warning about. And they looked at Black Lives Matter and they said, that's the sedition we've been warning about. They're burning the cities. They're coming for us. Depuis 2017, une rumeur s'est répandue qu'un groupe séditieux qui s'appelait Antifa était en train de planifier un massacre de chrétiens conservateurs blancs et imposer une forme de tyrannie libérale. Et en 2020, ils ont vu le confinement du Covid et ils ont dit voici la tyrannie dont on nous parlait. Et ils regardaient le mouvement de Black Lives Matter et disaient voici la forme de sédition dont on nous parlait. Ils sont en train de nous brûler les villes. Ils viennent vers nous. The rumor spreads that Antifa is the cause of the fires because it's too weird. There are too many fires. Someone is doing this to us. The fires are caused by terrorists and paid mercenaries of the Democratic Party. So vigilantes set up armed checkpoints, and some people refused to evacuate. There was a man who was told to flee for his life. Get out now. He said, I'm protecting my city. If I see people doing crap, I'm going to hurt them. La rumeur se répand que Antifa est responsable des incendies. C'est trop bizarre, il y a trop de feux, il y a trop d'incendies. C'est forcément quelqu'un qui fait ça par rapport à nous, quelqu'un qui nous cible. Ces incendies sont créés par des terroristes et des mercenaires payés par le Parti démocrate. Donc, des groupes de vigilantes créent des groupes armés qui patrouillent les routes. Certaines personnes refusent d'évacuer. Une personne à qui on dit qu'il devrait s'enfuir dit non, je protège ma ville. Et si je vois des gens qui font des conneries, je vais leur faire du mal. This isn't the psychological concussion that other victims experienced as they fled. This is an exciting alternative to that. It isn't necessarily exciting to undergo disaster, but as Michael Billig's work on fascism shows, it can be exciting to be threatened by people. Ce n'est pas la forme de commotion cérébrale psychologique que d'autres victimes vivent quand ils s'enfuient. En fait, c'est une alternative beaucoup plus excitante à cela. Ce n'est pas forcément excitant de vivre un désastre, mais comme le psychologue Michael Billig écrit sur le fascisme, c'est souvent excité d'être menacé par des gens. Why? Psychoanalytically, it allows something that is already there, present, to enter conscious experience, the sense of threat. Politically, it allows you to hit back at something, because you can't shoot capitalism, you can't shoot climate change. Even if you acknowledge that they exist, they're big, abstract forces, difficult to deal with. Mais pourquoi? D'un point de vue psychoanalytique, ça nous permet quand même, ça permet quelque chose qui est déjà là d'entrer dans l'expérience consciente, le sentiment de menace. Politiquement, ça vous permet de riposter. Parce qu'on ne peut pas atteindre le capitalisme avec des fusils. On ne peut pas atteindre le changement climatique avec des balles, même si on est conscient de leur existence. Ce sont des grandes forces abstraites. On ne peut pas les traiter comme ça, c'est trop difficile. But you can shoot Antifa and Black Lives Matter, and then you can go to the Capitol building in Washington, D.C. and string up the communists that you believe are in charge. It's exciting. Of course, it solves nothing because, like any symptom, it exists to avoid the solution. Mais on peut tirer sur Antifa, on peut tirer sur Black Lives Matter. Et puis après, on peut aller au Capitole et on peut aller lyncher les communistes qui nous gouvernent. C'est très excitant. Bien sûr,
ça ne résout rien parce que comme tout symptôme, ça existe pour éviter la solution. It's part of an addictive cycle of threat and release, of ontological security challenged and then secured by the destruction of a neighbour. Disaster nationalism, what I'm choosing to call it, is an alternative to the pervasive depression born of the chronic decay of liberal civilization and the disasters that it brings to us. It is much more effective than cognitive behavioral therapy or happy pills. It says those demons in your head are real and you can kill them. Ça fait partie d'un cycle complètement addictif de menaces et de catharsis, d'une sécurité ontologique qui est menacée et puis qui est sécurisée par la destruction d'un voisin. Le nationalisme du désastre, comme une alternative à la forme envahissante de dépression qui est créée par le déclin chronique de la civilisation libérale, c'est beaucoup plus efficace que, par exemple, la thérapie cognitive comportementale ou les pilules du bonheur. Ça dit, ces démons dans votre tête, c'est des vrais démons et vous pouvez les tuer. So where does all this begin in modern times? I'm going to say right in the middle of peak liberalism, the endlessly misremembered 1990s, when Hindu nationalists demolished the Babri Masjid in Ayodhya, when Pat Buchanan made a breakthrough for the nativist right in the Republican primaries, and Jörg Haider's Freedom Party came second in the Austrian elections. Donc d'où vient tout cela dans la période moderne? Moi je dirais que ça vient dans la période du libéralisme à son point le plus haut. La période qui est souvent mal comprise des années 90. C'est la période où les nationalistes hindous ont démoli le Babri Masjid à Ayodhya. C'est la période où c'est la mosquée, c'est le grand monument musulman qui a été détruit par les nationalistes hindous. C'est la période où Pat Buchanan, dans le Parti républicain, a fait un tollé dans les primaires pour le parti. C'est la période où le Parti de la liberté de Jörg Haider est venu en deuxième place dans les élections autrichiennes. Then, the war on terror, where the liberal state is hardened through practices of torture, kidnapping, police shootings, renewed ethnic repression, and worldwide civilizational combat, and the ethno-nationalist alliances forged under that rubric from Narendra Modi in Gujarat to Ariel Sharon's flattening of the West Bank, and the soaring far-right vote in Europe. Après, on a connu la guerre contre la terreur, contre le terrorisme, quand l'État libéral a été endurci par des pratiques de torture, de kidnapping, attaques par la police, de répression ethnique et de combats civilisationnels au niveau mondial. Les alliances ethno-nationalistes qui ont été forgées par cette période vont de Narendra Modi dans le Gujarat aux attaques contre la Cisjordanie par Ariel Sharon. Et en plus, le vote pour l'extrême droite qui monte en Europe. Then the financial crash and austerity, when it is civil society that's hardened by the relentless monstering of the undeserving poor, of migrants and minorities. They're the ones that are doing this to you. And amid the ensuing social decomposition, the rise of the militias in various countries, not just the United States, cyber-fascism, and anomic lone wolf fascism, internationally, the crisis of imperialism in Iraq gives us ISIS, the Islamic State, Daesh. Globally, it is the involution of liberal civilization that births the new far right. Et puis après, il y a la crise financière, l'austérité, quand c'est la société civile qui est endurcie par les formes de culpabilisation des pauvres, des migrants et des minorités. C'est eux qui sont responsables pour ce qui vous arrive. Et avec la décomposition sociale qui s'ensuit, la montée des milices, le cyberfascisme,
les formes d'attaque par les lone wolves, les loups solitaires. Et d'un point de vue international, c'est la crise de l'impérialisme en Irak qui nous donne l'État islamique. Au niveau global, c'est l'involution de la civilisation libérale qui crée une nouvelle extrême droite. But the real breakthrough begins not with Brexit, it was a regional misfortune, but with Modi's victory as Prime Minister of India in 2014. His Gujarat model is celebrated by Obama and the business press as a model of economic success, and forgotten immediately is that model was built on a pogrom instigated by Modi and his allies. All hail capitalism with pogromist characteristics. Mais le vrai moment clé ne commence pas avec le Brexit, ça c'est simplement une histoire régionale, une petite histoire régionale sans intérêt, mais plutôt avec la victoire de Modi comme Premier ministre en Inde en 2014. C'est son modèle du Gujarat qui a été célébré par Obama et toute la presse bourgeoise comme le modèle du succès économique. Ce qu'on oublie, c'est que ce modèle a été créé sur la base d'un pogrom, encouragé par Modi et ses alliés. Gloire au capitalisme aux caractéristiques pogromistes. Then Trump, then Duterte's win in the Philippines on a pledge to murder millions of drug addicts. Then Bolsonaro's win after the Brazilian establishment stages a soft coup against the Workers' Party, and so on. Et puis Trump, et puis Duterte qui gagne aux Philippines avec des promesses d'assassiner des millions de junkies, avec Bolsonaro qui gagne après que l'establishment brésilien a fait un coup d'État contre le Parti des travailleurs, et ainsi de suite. And what I say is this. First, it isn't the economy, stupid. People voting or rioting or killing for the far right are not expressing a misplaced concern about jobs and wages. They repeatedly vote against their self-interest, narrowly concerned in that way, if there's a chance of a symbolic win. Ce que je dis, c'est la chose suivante, c'est que ce n'est pas « the economy stupid », comme disait la campagne de Clinton. Les gens qui font des émeutes, qui votent, qui tuent pour l'extrême droite, ne sont pas en train d'exprimer des préoccupations déplacées sur des questions des salaires et des emplois. Ils votent de façon répétée contre leur propre intérêt, même compris d'un point de vue étroit, s'il y a la possibilité d'une victoire symbolique. This idea of enlightened self-interest, which we have inherited from classical political economy, never described how people really behaved. It described how people ought to be governed by pitting our avaricious passions against potentially seditious passions. Most people, most of the time, don't vote with their wallets. Cette histoire d'un intérêt éclairé pour son propre intérêt, qui nous vient de l'économie politique classique, n'a jamais décrit comment les gens se comportent. Il décrit comment les gens devraient être gouvernés, en faisant un conflit entre les passions avares contre les passions séditieuses. La plupart des gens ne votent pas avec leur portefeuille. I say we need to return to Marx's account of the passions. Passion as humanity's fundamental relationship to its object. And therefore we need to look particularly at the role in a context of relentless social comparison and steepening inequality, the extolment of winners and sadism towards the losers, where the costs of failure are increasingly psychological toxic, we need to look at the role of persecutory and vengeful passions. Je dis qu'il faut retourner à ce que Marx dit sur les passions. La passion comme le rapport fondamental de l'humanité à son objet. Nous devrions regarder au rôle dans un contexte de comparaison sociale sans limite et d'inégalité sans limite, l'exaltation des gagnants, le sadisme envers les perdants
où les coups de l'échec sont de plus en plus psychologiquement toxiques. Nous devrions regarder vers les passions de la persécution et de la vengeance. Second, the real innovations on the far right aren't really coming from Europe and North America, but from the global south. It's time, once again, to provincialize Europe. Deuxièmement, les vraies innovations d'extrême droite ne viennent pas de l'Europe et des États-Unis, mais du Sud global. Encore une fois, il est nécessaire de provincialiser l'Europe. Third, the problem isn't really disinformation. There is disinformation out there, and that comes from a crisis of social trust. Most of what we know, we get from others. If we can't trust, we can't know. In a crisis of social trust, where neoliberalism says everyone is a competitor, everyone is a risk to be managed, everyone is out to get you, many people are turning towards cultures of DIY investigation. Troisièmement, le problème, ce n'est pas de la désinformation. Il y a de la désinformation, et ça vient d'une crise de confiance sociale. La plupart des choses qu'on sait viennent des autres. Si on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas savoir. Dans un contexte de crise de la confiance, où le néolibéralisme dit que tout le monde est un concurrent ou un risque à gérer, tout le monde vient pour vous, est une menace pour vous. Et donc les gens se tournent vers des cultures d'enquête qu'on fait soi-même. The problem is how these politically ambiguous cultures have been weaponized by the far right for cyber war, because the point is not just to misinform people for grift or for electoral advantage, but to activate their wayward, vengeful passions against well-selected enemies, to destroy their reputations, their careers, and even cause them to be killed. Narendra Modi reward follows his favorite trolls, and his team has target lists of enemies to be fed to the trolls. Bolsonaro ran an office of hate. Duterte organized mass distributed campaigns of sexual harassment and death threats against opponents before jailing them or having them murdered. Le problème, c'est comment ces cultures politiquement ambiguës ont été manipulées par les formes d'extrême droite et transformées en forme de cyberguerre. Ce n'est pas simplement qu'ils désinforment pour des histoires d'avantages électoraux ou pour gagner de l'argent, mais pour activer ces formes de passion de vengeance contre des ennemis bien sélectionnés, pour détruire leur réputation, leur carrière et même, dans certains cas, en faire en soi qu'ils soient assassinés. Modi, par exemple, followé pour compenser ses trolls préférés. Et son équipe avait des listes d'ennemis qu'on donnait à ces trolls. Bolsonaro avait ce qu'on appelait un bureau de la haine. Duterte organisait des campagnes de masse d'harcèlement sexuel et de menaces de mort contre ses opposants avant de les envoyer en prison ou de les faire assassiner. Fourth, the erotic fantasies of the far right, their extreme visions of sexual evil, elite pedophilia, bathroom predators, Romeo jihad by Muslims seducing Hindu girls and destroying the Hindu fabric of the Indian nation, gender ideology brainwashing children against masculinity, and among the incels, the Chads and Stacys and Tyrones with their sexual tyranny over lonely, sexually isolated males. They're not simply conservative fantasies. They are brutally transgressive. Men's rights activist fora revel in rape and paedophilia. Andrew Tate fans support rape and sexual slavery. Modi became a sex symbol in Gujarat after the pogrom he incited. Quatrièmement, les fantasmes érotiques de l'extrême droite, leur vision de formes extrêmes de mal sexuel, donc les élites, la pédophilie dans les élites, les prédateurs dans les toilettes des trans, le djihad roméo des musulmans qui séduisent les filles hindoues, l'idéologie du genre qui change la mentalité des enfants et
Oui, voilà, des invertis contre la masculinité, toute l'idéologie des incels avec leur idée que certaines personnes exercent une forme de tyrannie sexuelle sur les hommes isolés, ne sont pas seulement des fantasmes conservatrices. Ce sont des fantasmes qui sont transgressifs d'un point de vue extrêmement brutal. Quand on regarde les discussions dans les men's rights, on parle que de viol et de pédophilie. Andrew Tate, par exemple, ses fans sont pour le viol et l'esclavage sexuel. Modi lui-même est devenu un sex symbole au Gujarat après le pogrom qu'il a encouragé. Why? In their bleak purview, someone always gets violated. It's just a question of who. As a female Hindutva activist explained about Gujarat, they have raped so many of us, so now we must rape some of them. And the far right's critique of communism, often hallucinatory communism, Biden's a communist, Obama's a communist, and so on and so on. Their critique of communism is that they want to violate and humiliate the wrong people. Disaster nationalism therefore seeks a redistribution of violation and humiliation. Mais pourquoi ? Parce que dans leur vision du monde sombre, il y a toujours quelqu'un qui se fait violer. C'est juste une question de qui. Comme une activiste de l'Hindutva expliquait dans le Gujarat, ils ont violé tellement dans notre communauté que c'est maintenant notre tour de violer certains d'entre eux. La critique de l'extrême droite du communisme, souvent un communisme complètement fantasmatique qui englobe Biden et Obama, c'est que les communistes veulent violer et humilier le mauvais groupe. Le nationalisme du désastre veut une redistribution du viol et de l'humiliation. Faith, and this is really important, violence is not an electoral disadvantage for the new far right. It is a unique selling point, and it synergizes with top-down statist strategies of violence. Cinquièmement, et ça c'est très important, la violence n'est pas un désavantage électoral pour la nouvelle extrême droite. En fait, c'est un point clé de vente. Et ça fait une synergie avec les stratégies de violence qui viennent d'en haut de l'État. I mentioned Gujarat a few times. It's the canary in the coal mine. The BJP, which ran the state of Gujarat, had been in trouble after the mishandling of a real disaster, an earthquake, the previous year. They revived their fortunes on the back of an imaginary disaster, an alleged Muslim attack on Hindu worshippers on a train. There was a fire, it was an accident. They called it a genocide. Their officials, local police, and businessmen helped Hindu activists to hunt down, torture, rape, burn, cut to pieces, and kill Muslims, including their infants. The BJP vote, instead of collapsing, rose by 5 points. Then came the Gujarat model, /welfare, health and education, in order to fund subsidies for business and development. J'ai mentionné le Gujarat à plusieurs reprises. C'était l'avant-coureur. Le BJP, le parti de Modi, avait des problèmes parce qu'ils avaient mal géré un vrai désastre, un tremblement de terre. Mais ils ont retourné la situation avec un désastre imaginaire. Ils ont dit qu'il y avait une attaque de musulmans contre des hindous sur un train. Ils ont appelé ça un génocide. La police, les élus, les entrepreneurs ont aidé des activistes hindous à chasser, à torturer, à violer, à couper en morceaux, à tuer des musulmans, y compris leurs enfants. Et le vote pour le BJP ne s'est pas écroulé. C'est le contraire. Il est monté de 5 points. Et puis après, on a vu le soi-disant modèle du Gujarat, c'est-à-dire couper toutes les formes d'État-providence, la santé, l'éducation, pour faire des subventions pour les entreprises, pour le développement. We see a similar pattern when in 2020 Trump and the Republicans are electrified by grassroots vigilantism, first against lockdown, then against Black Lives Matter, and they make Kyle Rittenhouse
their patron saint, even as Trump orders federal paramilitaries to abduct Black Lives Matter protesters. On voit la même chose en 2020, où quand Trump et les républicains sont poussés par une forme de vigilantisme d'en bas, d'abord contre le confinement et puis après contre Black Lives Matter, et érigent Kyle Rittenhouse, qui a tué un activiste Antifa, comme leur saint. Et au même moment que Trump demande aux paramilitaires fédéraux de kidnapper des protestateurs. We see it in Brazil, where even in the election that saw Bolsonaro thrown out, he went from about 20 points behind to nearly winning in a campaign in which he had called for leftists to be machine-gunned, and his supporters had repeatedly assaulted and murdered Workers' Party supporters. On avait eu la même chose au Brésil dans l'élection que Bolsonaro a perdue, mais il est quand même passé de 20 points de moins à une presque victoire dans une campagne où il a appelé que les gauchistes devraient être tués et que ces militants ont attaqué et, dans certains cas, assassiné des gens qui soutenaient le Parti des travailleurs. We see it in the Philippines, where Duterte's death squad populism kept his approval ratings at over 90% no matter what he did, despite the fact that most voters, when asked, said they feared they or someone they knew could be killed by Duterte's death squads. On a vu la même chose aux Philippines, où le populisme des escadrons de la mort de Duterte ont réussi en soi que son niveau d'approbation dans les sondages était à 90%. Quoi qu'il fasse. Et malgré le fait que la plupart des électeurs, quand on leur demandait s'ils craignaient que eux ou quelqu'un qu'ils connaissaient pourrait être tué par les escadrons des morts, quand ce niveau était quand même majoritaire. We're beyond enlightened self-interest. On va au-delà de l'intérêt personnel éclairé, égoïste éclairé. There is a relationship between the violence and far-right political economy, because today's far-right, unlike interwar fascism, has no utopia. It doesn't pretend to be anti-capitalist as fascism did. And in India, in Hungary, Brazil, Israel, France, and the United States, the new far-right has internalized many of the predicates of neoliberalism. Il y a un rapport entre cette violence et l'économie politique de l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite, à la différence de l'extrême droite de la période de l'entre-deux-guerres, n'a pas de caractère utopique. Il ne prétend pas être anticapitaliste, comme le fascisme classique le faisait. En Inde, en Hongrie, au Brésil, en Israël, en France et aux États-Unis, il a complètement internalisé beaucoup des prédicats du néolibéralisme. Indeed, it has benefited from a curious symbiosis with the neoliberal centre. They overlap in their dislike of democracy, in their social Darwinism, in their tendency to racialize and culturalize social questions. They also overlap in their interest in cultivating among the people both hopelessness and vengeful passions, pseudo-pessimism. En fait, l'extrême droite a bénéficié d'une symbiose bizarre avec le centre néolibéral. Ils se chevauchent dans le même sens du darwinisme social, du dégoût par rapport à la démocratie et la tendance de racialiser les questions sociales. Ils se chevauchent aussi dans leur intérêt de créer un sentiment de désespoir et des passions de vengeance, un mélange de sadisme et de pessimisme. Today's incipient fascism wants capitalism with the gloves off. Capitalism, but without the woke, fluffy, environmentalist, politically correct constraints, but with some national protections, muscular national capitalism. La forme du fascisme d'aujourd'hui veut le capitalisme, mais sans les gants. Un capitalisme sans le côté woke, sans le côté doux, le côté écologiste, les contraintes du politiquement correct, mais avec certaines protections nationales, une forme de capitalisme national musculaire, musclé.
Violence is part of the mix. Duterte's death squad populism was sold to the people as economic uplift. We'll clear out the addicts and kill the troublemakers. You'll feel safe on the streets. The jobs will come back and the nation will be strong. We'll give you a chance to restore your self-confidence by destroying a neighbor. And that is our political economy. La violence fait partie du cocktail. Dans le populisme de l'escadron de la mort de Duterte, on vendait ça comme une forme d'avancement économique. Nous, on va vous débarrasser des toxicomanes et tuer les fauteurs de troubles. Et comme ça, vous allez vous sentir plus en sécurité dans les rues. Les emplois vont revenir et la nation va se renforcer. On va vous donner la chance de restaurer votre confiance en vous en détruisant un voisin. Ça, c'est notre économie politique. The tipping point is what I call the dialectic of mutual radicalization, where you have an armed base egged on by the leadership, which engages in shock attacks on the enemy. And it goes further than the state legally can. The elected leadership defends it and supplements the violence with official violence and ups the rhetorical ante and encourages the base to go further. Le point clé, à mon avis, c'est la dialectique, ce que j'appelle la dialectique de la radicalisation mutuelle. La base armée, encouragée par la direction, s'engage dans des formes d'attaques spectaculaires contre l'ennemi. Il va plus loin que l'État peut faire légalement. Et la direction, les élus, les défendent et ajoutent avec cela une forme de violence officielle et aggrave la forme de rhétorique haineuse. Et ça encourage la base d'aller encore plus loin. Finally, the end of this process is genocide, what we're seeing in Gaza now. There, you see the symbiosis between the bourgeois center and the far right is a global coalition from Biden to Netanyahu. They're an army of 20-year-old men enjoying themselves immensely according to their social industry postings, socialized in a dehumanizing state and also a state in decline. The post-war Israeli utopia won through ethnic cleansing has been collapsing for decades. Now they threaten to turn their guns on their own leadership if they stop the murder in Gaza. They want to go all the way. Meanwhile, in Israel, anyone who ventures even a humanitarian critique of the war, let alone a political critique, risks being sacked, hunted by fascist mobs, or tossed in solitary confinement. Le fin de ce processus, c'est le génocide, ce qu'on voit à Gaza en ce moment. Là, on voit la symbiose entre le centre bourgeois et l'extrême droite en forme d'une coalition globale. Là, une armée de jeunes hommes de 20 ans qui, d'après leur statut sur les médias, les réseaux sociaux, prennent beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font, sont socialisés dans une forme, dans un état déshumanisé, et sont aussi dans un état qui est en forme de déclin, parce que l'utopie d'après-guerre en Israël, qui a été gagnée par la purification ethnique, n'a plus lieu. Enfin, cet état est en déclin. Maintenant, ces mêmes jeunes hommes menacent leur propre direction, leur propre leader, si jamais le meurtre à Gaza s'arrête. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et en Israël, quelqu'un qui fait même une critique humanitaire de la guerre risque le licenciement, risque d'être attaqué par des foules fascistes ou risque la prison. This is what they've been waiting for. The traitors will be killed, the neighbor will be destroyed, and the liberal fellow travelers will either follow them all the way down this road or be destroyed too, or most likely both. Voilà leur objectif. On va tuer les traîtres, on va détruire les voisins, et les compagnons de route libéraux vont ou bien les suivre, ou bien être détruits aussi. And this is what it is to live in a dying civilization. Et c'est cela de vivre, ce que c'est de vivre dans une civilisation mourante.
Bonjour à tous. Salam alaikum. Wa rahmatullah. Allons-y, bismillah. J'ai l'impression que Richard a surtout parlé des rêves d'extrême droite, donc très peu la question des rêves, de l'intitulé de cette rencontre, c'est-à-dire rêver ensemble. Donc c'est à moi que revient la tâche de le faire. Donc j'espère que je serai à la hauteur. Alors je préviens que c'est un exercice d'équilibriste, parce que c'est pas évident dans le contexte qu'a décrit Richard. Ce qui est bien dans son intervention, c'est que ça nous permet de garder les pieds sur terre. Et donc c'est difficile d'envisager de rêver ensemble dans ce contexte-là. Alors commençons par un constat froid. Dans la période, le rêve est d'extrême droite. Seule l'extrême droite rêve, seule l'extrême droite désire, seule l'extrême droite a une libido. La meilleure des gauches, au mieux, est matérialiste, ce qui n'est pas un défaut en soi, car dans ce monde dystopique où la vérité historique et le réel ont été abolis, l'analyse matérialiste est une condition essentielle de l'action politique. Mais cette gauche, aussi honnête soit-elle, peine à produire du rêve, notamment à cause des défauts de ses qualités. Elle n'est que matérialiste. Elle ne touche aucune corde sensible. Comme le faisait déjà remarquer le psychanalyste communiste Wilhelm Reich dans l'entre-deux-guerres, le mouvement socialiste ne défend pas l'affirmation de la vie en ce qui concerne les masses laborieuses, mais seulement quelques revendications économiques essentielles. Mais mieux que Reich, Otto Strasser, de la gauche du parti nazi, disait en s'adressant aux communistes « Vous commettez l'erreur fondamentale de nier l'âme et l'esprit, de vous en moquer et de ne pas comprendre que ce sont eux qui animent toute chose. » Je ferme les guillemets. Avec cette gauche, on peut au mieux rêver de préserver ses acquis, sa retraite, le service public ou son pouvoir d'achat. Certes, il existe une autre gauche, minoritaire mais plus romantique, celle qui est internationaliste et communiste. Sauf que son rêve n'est partagé que par une poignée d'idéalistes, tellement elle est utopiquement déconnectée, tellement le communisme a historiquement déçu, tellement il a été dévoyé d'un côté, diabolisé et ringardisé de l'autre, tellement il échoue à répondre aux besoins immédiats, tant matériels que moraux, des classes populaires. En d'autres termes, si cette gauche rêve, elle rêve seule. Or, le thème de cette table ronde, c'est rêver ensemble. Et j'ajouterais rêver en masse. Par conséquent, la question est la suivante: comment concurrencer les rêves d'extrême droite et comment rêver plus passionnément à gauche? J'ai eu l'occasion, dans des débats récents, d'être confronté à cette question. Une première fois avec Bernard Friot, une seconde fois avec Frédéric Lordon. Tous deux m'ont dit, et à juste titre, que la proposition de Frexit décolonial que je propose dans Beauf et Barbare, même si elle est nécessaire, n'est pas kiffante. Je le concède tout à fait. C'est pourquoi ils, Friot et Lordon, persistent à rêver communiste. Mais en vérité, ni ce projet, ni les moyens de le réaliser ne sont plus kiffants que le Frexit. On ne mobilise pas, en effet, les masses avec l'idée de salaire à vie. Et je le crains, pas plus avec la proposition communiste de Lordon, sur laquelle je vais revenir et qui se fonde sur un postulat avec lequel je suis en parfait accord et que je résume ici. Il y a, au cœur des classes populaires blanches, des enjeux d'identification rattachés à des enjeux de survie. Le racisme, le nationalisme et le masculinisme sont toutes des solutions identificatoires de ce type, quand toutes les autres ont été détruites. Il ajoute, et là aussi je suis en total accord, qu'il faut inventer des solutions identificatoires de substitution si on veut aller vers un dénouement révolutionnaire. Et à ce titre, ces solutions doivent être de qualité et procurer le même niveau, sinon un niveau supérieur, de satisfaction morale et psychique que le nationalisme, le racisme et le masculinisme. Sa proposition peut se résumer comme suit: faire un détour par 1917, où, selon lui, 3 ressources passionnelles ont été utilisées pour nourrir le souffle révolutionnaire. 1. La colère et la haine. 2. L'expérimentation des puissances collectives soviétiques. 3. L'horizon positif du mot d'ordre, la terre, la paix, le pain,
Je propose de les passer en revue. La colère et la haine sont effectivement des affects puissants et il faudrait, selon lui, les détourner de leur cible première, les Noirs et les Arabes, pour les orienter vers les riches. C'est évidemment dans cette direction qu'il faut aller. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on ne voit pas trop par quel miracle cette pulsion passionnelle, l'hostilité envers les Arabes et les Noirs, se retournerait spontanément contre les riches, étant donné son ancrage dans la culture populaire, dont je voudrais rappeler ici qu'elle tient à des conditions matérielles liées au contrat racial. Comment opérer ce détournement? C'est ce que Lourdon ne nous dit pas. Car la conscience triangulaire des petits blancs, qui détestent autant la France d'en haut que la France d'en dessous de la France d'en bas, ne se téléguide pas. Elle est trop consistante pour espérer la balayer à coups de sermons et de prêches sur l'ennemi principal que serait la bourgeoisie. 2. Expérimenter les puissances collectives. À l'époque des soviets, à l'époque c'était les soviets, aujourd'hui celle des ronds-points. Pourquoi pas? Mais cette expérimentation, pour extraordinaire et créatrice qu'elle ait pu être, ne peut se généraliser ni se pérenniser dans le temps comme on a pu le constater. En d'autres termes, comment expérimenter les puissances collectives quand le marché du travail est à ce point éclaté, morcelé, stratifié et où la masse ouvrière et où la classe ouvrière, beaucoup plus hétérogène et concurrentielle qu'en 17, ne dispose plus de lieux comme l'usine où se mobiliser et où s'organiser. Enfin, l'horizon positif du mot d'ordre. La terre, la paix, le pain. Lourdon ne dit pas qu'il faut revendiquer ces mots d'ordre précisément, mais je considère pour ma part qu'ils restent valides. Sauf que, pour revendiquer la terre, encore faut-il une paysannerie puissante ou défendre celle qui reste, voire lui imaginer un avenir décent, mais elle a été sacrifiée par le néolibéralisme et continue de l'être. Pour revendiquer la paix, encore faut-il se sentir concerné par la guerre. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nous qui mourrons en masse, mais les peuples qui ne comptent pas et dont la destruction effroyable est banalisée. Reste le pain. Il se trouve que ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui votent extrême droite, et ceux qui, très pauvres, auraient toutes les raisons de revendiquer le pain sont plutôt la frange la plus résignée de la population, qu'elle soit blanche ou non blanche. Il faut donc d'autres mots d'ordre, mais lesquels? Telle est la question. Aussi, renouer avec la proposition identificatoire du premier communisme, le pour soi de la condition ouvrière, est aujourd'hui une impasse. Comment renouer avec cette identification quand les conditions sociales de la culture ouvrière ont été détruites et que la conscience ouvrière s'est progressivement dissoute dans l'individualisme, la culture libérale, l'abstention ou encore la dérive droitière et raciste? Malgré tout, il faut le reconnaître, toutes ces propositions sont justes et dignes de participer de l'élaboration d'une politique révolutionnaire, mais elles ont un énorme défaut. Ce qui me frappe dans cette solution, c'est qu'elles ne salissent pas. On sort de ces propositions aussi propres qu'on est rentré. À aucun moment on n'est mis en danger, alors même que Lourdon affirmait, je cite, qu'il n'était pas de proposition politique qui aspire à quelques succès, qui ne soit doublée d'une proposition passionnelle, identificatoire forte, qui s'attaque aux pulsions négatives. Il ajoutait, quand on soulève le capot et qu'on regarde dans la psyché des gens, on ne voit que du dégueulasse. La gauche qui refuserait de regarder ça se condamnerait, je ferme les guillemets. C'est donc lui qui dit ça. Il a 1000 fois raison. Sauf que comprendre le sale, ce n'est pas encore affronter le sale et c'est encore moins se salir. Or, le sale, dans cette proposition, est contourné. La proposition reste d'une grande pureté. Les petits blancs sont racistes, qu'à cela ne tienne, offrons-leur la tête des bourgeois. Ils sont masculinistes, détournons leur colère contre les patrons. Ils sont nationalistes, offrons-leur les joies du communisme. Je ne veux surtout pas faire ici de mauvais procès à Lourdon, avec lequel j'ai beaucoup de convergences de vues, car il a été l'un des premiers et des rares à prôner le retrait de l'Union européenne et à subir pour cela des attaques en souverainisme, qui est une proposition sale. Je ne parle bien que de cette proposition telle qu'elle était formulée. Je pense pour ma part qu'on ne peut pas prétendre avoir compris la matérialité du besoin de racisme, de masculinisme et de nationalisme sans au minimum aller tremper un orteil dans le marais de ces passions tristes. Comme on ne peut pas prétendre devenir sujet d'histoire avec les classes populaires telles qu'elles sont sans partager avec elles une part du lait et sans les dire un peu soi-même. La proposition intègre et vertueuse, hélas, n'existe pas.
Ceux qui l'espèrent, dans un projet d'union des beaufs et des barbares, sont défaits par avance. Tout projet de transformation impliquant les masses populaires des pays du centre capitaliste, très fortement impliqués dans l'exploitation et le saccage du monde, et ayant un fort intérêt à défendre ce train de vie, est nécessairement une entreprise compromettante, dangereuse et risquée. Les forces politiques à prétention révolutionnaire seront toujours sur une ligne de crête. Car, me semble-t-il, nous devons payer le prix d'être la fraction privilégiée du prolétariat international. C'est la nature même de ce prolétariat et la tentation de la sauvegarde de ses intérêts de race, garantie par l'État-nation dans toute son ambivalence, qui rend la tâche ardue et qui fera de nous des funambules. Alors que faire? Si le communisme en 17, l'islam politique dans le monde arabe ou la théologie de la libération en Amérique latine, pour ne prendre que ces trois exemples, ont mobilisé les corps et les esprits, c'est parce qu'ils ne se contentaient pas d'être à hauteur d'homme. Ils étaient plus grands et d'une certaine manière obligés à lever la tête en direction d'une utopie ou en direction de Dieu. Si j'évoque ces exemples, c'est tout d'abord pour souligner une absence, une vacance, un vide de transcendance. Car oui, il nous manque une transcendance. Cette transcendance ne peut pas être le communisme, pour les raisons déjà évoquées. Elle ne peut plus être le christianisme, car Dieu a été chassé des cœurs et des esprits par un sécularisme forcené. Cette transcendance ne peut pas être l'islam, et croyez bien que je le regrette, car c'est à la fois une religion persécutée, mais surtout une religion minoritaire ici en France. Donc on ne va pas la proposer à tout le monde. Or, comme vous le savez, nous devons rêver ensemble. Nous devons donc nous projeter sur une transcendance collective et largement reconnue. Je m'empresse de dire que celle-ci doit être raisonnable. J'insiste sur raisonnable, car c'est l'humeur générale et le contexte qui fixent le niveau d'exaltation qui doit nous habiter. Je vous renvoie au tableau que vient de nous brosser Richard Chemours. Or, le contexte est désenchanté. L'humeur, c'est la désillusion, le sentiment d'échec. Nous sommes tous et collectivement revenus de tout. On a tout essayé, tout expérimenté, mais rien ne marche. Même pas la simple préservation des acquis. La Macronie nous dépossède tous les jours de notre puissance collective et nous nargue. C'est pourquoi, même l'idée de transcendance, il faut l'aborder de manière pondérée, c'est-à-dire adaptée aux conditions historiques, sociales et psychologiques du moment, soit celle des illusions perdues. Le rêve que j'imagine ne peut être qu'un compromis entre les rêves trop grands des avant-gardes romantiques et les rêves trop petits en faveur de la retraite à 60 ans. Donc, pour résumer, cette transcendance doit être capable de mobiliser les affects installés et durs, donc à fort potentiel identificatoire. Elle doit être saisissable immédiatement, car le fascisme est à nos portes, ce qui nécessite d'utiliser des affects communs à grande échelle et disponibles instantanément. Elle ne peut pas prendre la forme d'une utopie hors sol, trop généreuse, si j'ose dire, qui fantasmerait d'abord le bonheur de toute l'humanité, la fraternité humaine, sans répondre aux besoins matériels et moraux des classes populaires dont l'adhésion massive est l'une des conditions de la transformation sociale. C'est-à-dire, et au risque d'en froisser certains, en finir avec la forme éthérée de la révolution permanente, qui est une forme abstraitement cosmopolite, entre guillemets, et universaliste. Enfin, elle doit compromettre notre vertu, non pas parce que la souillure serait une fin en soi, mais parce qu'elle est un passage obligé, compte tenu de ce que j'ai dit plus haut. Nous, peuples du Nord, ne sommes pas innocents, qu'on soit blanc ou non blanc, nous faisons partie du problème. Ainsi, la seule transcendance que je connaisse et qui réunisse toutes ces qualités, tout le monde dans cette salle la connaît intimement. Mais beaucoup la méprisent parce qu'à gauche et dans le mouvement décolonial, pour des raisons souvent nobles, elle a été jetée avec l'eau du bain. C'est donc l'occasion pour nous, moi y compris, de faire notre autocritique et mener la bataille contre nous-mêmes. Cette transcendance, elle a un nom. Elle s'appelle France. La France, notre pays, le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous élevons nos enfants, dans lequel nous nous projetons, auquel nous sommes tous plus ou moins attachés, que nous pouvons parfois aimer, parfois détester, qui nous fait et que nous faisons. La France, qu'est-ce que c'est?
Je mets au défi quiconque dans cette salle de me donner une définition claire et précise de ce que c'est. On peut définir un État-nation, on peut définir la République, mais la France, c'est déjà plus compliqué. Parce que la France, c'est une idée, une simple idée. Et une idée, on en fait ce qu'on veut, notamment un devenir, ce que je veux appeler ici le devenir France. Dans son livre « Théorie du sujet », Alain Badiou commence avec cette phrase « J'aime mon pays, la France ». Plus tard, dans un débat contre Alain Finkielkraut, avec qui il dit partager une forme de mélancolie dans son rapport à la France, il ajoute « Il est difficile de trouver plus profondément français que moi ». Ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est d'abord qu'un communiste non repenti exprime son amour pour son pays, ensuite qu'il le fasse en compagnie d'un ennemi qui, lui, en sa qualité de prétendant à la blanchité, je rappelle que Finkielkraut est un juif, et qu'à ce titre, il est une victime historique du nationalisme européen. Et donc, en sa qualité de prétendant à la blanchité, Finkielkraut a surinvesti l'idée de France, comme le font la plupart des non-blancs, au point d'être devenu, au fil du temps, l'une des figures majeures de la réaction. Nous avons donc ici deux figures, l'une fidèle au projet communiste et l'autre réactionnaire, toutes deux amoureuses de la France. Il n'y a là qu'une contradiction d'apparence. Car comme j'ai dit plus haut, la France est d'abord une idée. Mais c'est aussi une histoire. Et la France, il y en a au moins deux. Celle de la Révolution et celle de la contre-révolution. Celle des communards et celle des Versaillais. Celle de la résistance et celle des collabos. Celle du mouvement ouvrier qui accouche des droits sociaux et politiques et celle de la bourgeoisie qui accouche de l'Union européenne. Je postule ici que si la gauche est plutôt l'héritière de la première et la droite de la deuxième, le peuple blanc, lui, est une synthèse des deux France. Il est dans ses grands traits patriote pour de très bonnes et de très mauvaises raisons. Il sort le drapeau pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il chante la Marseillaise pour de bonnes et de mauvaises raisons. En d'autres termes, les deux France cohabitent en lui. C'est donc au creux de cette contradiction profonde que la bataille doit être menée. Notre objectif stratégique étant que l'une des deux France l'emporte sur l'autre. Si, comme je le disais, il faut apprendre à se salir les mains, c'est ici que ça commence. Le premier pas dans cette direction, si on veut cheminer vers les petits blancs, serait de se réapproprier la France et plus exactement l'idée de patrie. Quelqu'un l'a d'ailleurs suggéré hier dans l'audience. C'est dans ce geste, précisément, qu'on va commencer non pas à rêver ensemble, mais à être ensemble. J'insiste sur être. Car si les classes populaires sont attachées à la patrie, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont mues par des sentiments primaires et chauvins, mais aussi parce que la patrie, sous sa forme nationale, est un bien du peuple et qu'elle est, comme le souligne Poulantzas, un produit de la lutte des classes. Les affects blancs patriotes sont aussi liés à des intérêts de classe, comme nous le montre le mouvement dialectique de la formation nationale. Le mot patrie est polysémique. Sous l'influence de la Révolution française, puis d'autres événements fondateurs comme la Commune ou le programme de la résistance à la libération, la perception populaire de la patrie est d'abord attachée à l'affirmation de principes politiques émancipateurs, universels, étrangers à toute idée de nationalité et de nationalisme. Ici, la patrie est indissolublement liée à la souveraineté et donc à la nation dans sa première définition. Mais la notion bourgeoise de nationalité, de l'État-nation, va évidemment contrecarrer cette conception émancipatrice de la nation. Le national se définit alors comme le ressortissant de l'État, tandis que l'étranger se définit comme non national et non citoyen, n'appartenant pas à la communauté politique constituée en État. La nationalité moderne ne définit donc pas réellement l'appartenance à une nation, mais le rattachement à un État. Comme le dit Lochac, le lien de nationalité est devenu un lien unilatéral et non plus contractuel, dont l'État est à peu près seul maître. C'est ainsi que sont progressivement liquidées et la volonté générale à la source de la souveraineté et de la nation et le contrat social. Ainsi, le mot patrie, qui oscille toujours entre fraternité universelle d'une part et exclusion et racisme d'autre part, est tout sauf pur, mais aussi tout sauf totalement condamnable. Si, sous sa part lumineuse, la patrie-nation, c'est avant tout la souveraineté nationale et populaire, il devient évident que la corrosion des services publics et du principe d'égalité et de justice est immédiatement perçue comme une perte de souveraineté. C'est ce qui pousse les dépossédés, les véritables nationaux,
le corps légitime de la nation, les petits blancs, au chauvinisme et donc à la défense de la frontière raciale qui devient poreuse à mesure qu'ils dégringolent dans l'échelle sociale. Leur effroi est justement qu'ils refusent de devenir des indigènes. Leur salut, c'est une version exclusiviste de la patrie. C'est pourquoi, pour établir une version non exclusiviste de la patrie, il faut rétablir l'État social et le service public à grande échelle auquel les classes populaires blanches sont très attachées. Il faut prouver que la justice sociale, c'est-à-dire déposséder le bloc bourgeois, est plus profitable que récupérer les miettes des Noirs et des Arabes. Prouver que la lutte des classes est plus profitable que le racisme, mais pour cela, il faut rétablir la souveraineté populaire. Le thème de la souveraineté nationale, tel que l'a défini Gramsci, est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Mais cela implique une réforme intellectuelle et morale. Cela implique de construire un rapport sentimental, affectif et idéologique avec les sacrifiés du néolibéralisme, et cela ne peut se faire que par la médiation du sentiment patriotique. C'est en tant que peuple-nation que nous devons redevenir les protagonistes de l'histoire, car c'est à l'échelle nationale, comme l'a dit hier Stathis Kouvelakis, l'échelle qui mobilise les affects les plus puissants, que doit s'organiser l'hégémonie et plus exactement une volonté politique collective et nationale, ce que recouvre le concept gramscien de national populaire. C'est dans ce cadre que le Frexit prend toute sa dimension stratégique, puisqu'il propose la reconquête de la patrie, et donc du bien commun, et donc de la souveraineté populaire. Et là où il y a reconquête de la souveraineté populaire, il y a rapport de force. Et là où il y a rapport de force favorable, il y a le pouvoir, il y a l'existence politique, il y a la dignité. Pour moi qui vous parle aujourd'hui, et après avoir fait cette balade dans l'univers révolutionnaire français, je n'oublie pas un instant que je suis ce que je suis, non, qui je suis, ou plutôt ce que je suis. Une indigène de la République, un sujet colonial, l'objet de la discorde, la variable d'ajustement. Je n'oublie pas l'autre France. Je n'oublie pas que les fâchés pas fachos sont organisés, organiquement liés à l'autre France. Je n'oublie pas un instant le mal qu'a semé l'autre France. Dans le monde, je n'oublie pas le code noir, le code de l'indigénat. Je n'oublie pas les massacres de masse, l'exploitation et la spoliation de masse. Je n'oublie pas la France-Afrique, la Kanaki, l'abandon de Mayotte, le soutien aux génocidaires israéliens. Bref, je n'oublie pas, comme le dit Césaire, que la France est indéfendable. Je n'oublie pas, et je cite toujours Césaire, le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférée à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. On dirait que ça a été écrit aujourd'hui. Sauf qu'il se trouve que même les indigènes ont un besoin de patrie. D'ailleurs, la plupart du temps, ils aiment plus la France qu'elle ne les aime. Et ces manifestations d'amour, en fait, elles sont nombreuses. Et ils ne sont pas rares à brandir le drapeau BBR lors des victoires de Coupe du Monde ou lors de manifestations contre le racisme où il leur sert d'alibi. Voyez à quel point nous sommes français, clament-il. Car les indigènes sont privés de patrie. Ils ont perdu la leur et n'en ont retrouvé aucune. Et ils aspirent à cette adoption par la patrie France. C'est aussi pour des raisons... Et s'ils aspirent à cette adoption par la patrie France, c'est aussi pour des raisons de survie, de protection, de sécurité. Avoir une patrie, c'est l'une des dimensions de la dignité humaine, et en être privé est une blessure. Sinon, comment expliquer le rapport névrotique au drapeau algérien ? Les beaufs et les barbares, situés du même côté de la barrière de classe, mais séparés par la division raciale, partagent donc le même rêve. Les uns revendiquent une patrie qui leur échappe à cause de ce qu'ils appellent le mondialisme, ou qui les trahit, l'Union européenne. Les autres revendiquent une patrie qui les exclut et les méprise. Mais à chacune de ces manifestations de désir patriotique, les avant-gardes politiques, qu'elles soient d'extrême gauche ou des coloniales, se bouchent le nez. La gauche parce qu'elle n'y voit que du chauvinisme, les décoloniaux parce qu'ils n'y voient que de l'intégrationnisme.
Je prétends pourtant ici que les avant-gardes qui se bouchent le nez dans les moments de liesse populaire comme les matchs de foot ou devant les drapeaux de gilets jaunes ou encore les manifestations comme celle contre l'islamophobie en 2019 dans lesquelles les indigènes ont brandi le drapeau BBR se transforment par ce geste en arrière-garde. Je sais que s'attribuer le qualificatif d'avant-garde est mal perçu par certains milieux de gauche. J'assume malgré tout et sans fausse pudeur ce titre. Car je crois à l'importance et à la nécessité d'une direction politique qui assume ce rôle d'impulser, de diriger, d'encadrer, d'organiser et de tracer des lignes stratégiques fondées sur une théorie et une pratique et une vision du monde. En revanche, je pense que si parfois nous sommes légitimes à prétendre guider les masses, en tant qu'avant-garde, nous rechignons à être guidés par elles. Pourtant, nous devons apprendre à distinguer les moments où nous devons guider comme les moments où nous devons nous laisser guider. Se boucher le nez devant certaines manifestations de patriotisme ou devant l'intégrationnisme spontané des indigènes, c'est passer à côté de la finesse et de la subtilité des affects populaires. Ils savent très bien pourquoi ils ont besoin de ce drapeau. Ils savent très bien ce qu'ils en attendent. Ils savent très bien que la France, c'est comme l'or, une valeur refuge. Et contrairement à nous, ils savent rêver à la mesure de leurs moyens. Et si la France incarne leurs rêves, c'est que la France est à leur portée, ni trop grande, ni trop petite. Et pour le dire directement, leurs rêves sont très raisonnables. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, je ne fais confiance ni aux indigènes, ni aux petits blancs. Parce que je sais que je ne peux pas me laisser entraîner par la pente nationaliste et intégrationniste. Parce qu'au fond, je sais que j'ai raison de n'être ni nationaliste ni intégrationniste. Je sais qu'ils savent quelque chose et je sais aussi que je sais quelque chose. Je sais que la solution patriote ne saurait se suffire à elle-même. L'indigène décoloniale que je suis se sentirait à l'étroit, mais plus qu'à l'étroit, se sentirait incomplète, limitée dans son être. Mais pire encore, se sentirait traître. Car il y a les autres du Grand Sud. Non pas les autres comme simple altérité, mais les autres comme prolongement de notre humanité. Or, ces autres, nous les malmenons, nous les torturons. S'il est un impératif à devenir pragmatique, donc patriote, cet impératif ne peut pas constituer une fin en soi. La défense de la patrie-nation ne sera acceptable que fraternisant avec les peuples écrasés. Aussi, ce patriotisme, et je le souligne fortement, sera internationaliste ou ne sera pas. C'est la seule manière d'échapper à l'emprise de l'État bourgeois que je veux appeler ici État racial intégral. La communion populaire et la communion avec les peuples opprimés par les appétits impérialistes passeront nécessairement par la rupture de la collaboration de race, donc par la rupture du lien organique qui lie les classes populaires blanches à l'État bourgeois et qui lie les indigènes à ce même État bourgeois par le mirage intégrationniste. Aussi, la tâche des avant-gardes politiques qui auront pris le chemin de la défense de la patrie et qui ont repris langue avec les classes populaires, qui apprendront à parler la langue des petits, ne doit en aucun cas céder à la démagogie. Car les affects des petits sont aussi dangereux qu'ils peuvent être émancipateurs. Il faut les manipuler avec une grande prudence. Notre boussole internationaliste doit donc rester intacte. Aussi, de la même manière que dans le mouvement décolonial, nous disons pas de lutte des classes sans anti-impérialisme, pas de féminisme sans anti-impérialisme, pas de 6e République sans anti-impérialisme, nous disons bien évidemment pas de patriotisme sans anti-impérialisme. Et pour ceux qui douteraient de la possible résolution de cet antagonisme apparent, je renvoie à cet épisode de la Révolution française où est venue à l'ordre du jour la question de l'abolition de l'esclavage. Les colons défendaient l'idée que l'intérêt national dépendait de la production coloniale, elle-même dépendant du travail forcé et gratuit. La fameuse réplique de Robespierre, « Périssent les colonies plutôt qu'un principe », est l'expression d'une rationalité. Si la Révolution édicte des principes, elle doit en assumer les conséquences. Il est impossible de réduire un homme en esclavage sans être un criminel. Il faut donc en assumer les conséquences, et si les conséquences, c'est la ruine des colonies, alors c'est la ruine des colonies. Et c'est tout. C'est pourquoi le vote de l'abolition de l'esclavage s'est fait sans débat, ce qui était contraire aux mœurs démocratiques. Mais c'est comme le rappelle Badiou, que les révolutionnaires ont considéré que soumettre la question du vote
au débat, c'était déjà entamer la valeur. Or, on ne débat pas de savoir si un humain doit être esclave ou non. On vote contre et c'est tout, sans débat. C'est ainsi que l'abolition de l'esclavage a été entérinée sans débat, car en débattre était déshonorant. Ce geste fondateur, d'une esthétique et d'une beauté sublime, doit redevenir le geste des avant-gardes politiques et doit s'étendre à la conscience collective. Mais j'ajoute que la tâche des avant-gardes, c'est aussi de proposer une vision de la totalité, une explication du monde. Une vision qui expliciterait les mystères de notre impuissance collective dont les classes populaires ont soif et qui les pousse dans les bras du confusionnisme et du conspirationnisme. C'est pourquoi à un phénomène total, il faut opposer une vision matérialiste de la totalité. Le marxisme en est une. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur les sous-bassements de cette proposition de patriotisme internationaliste. Je disais plutôt que le communisme ne faisait pas rêver, certes. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait y renoncer. Je vais même faire un aveu. Je pense que le communisme est la seule et unique planche de salut pour l'humanité. Quel que soit son habillage. D'abord parce qu'il est la seule alternative rationnelle à l'ensauvagement capitaliste, mais aussi parce que nous n'avons aucun autre choix devant l'impératif écologique et climatique. L'option communiste est la seule option vitale. Je le dis sans la moindre ambiguïté. C'est pourquoi il faut rendre grâce à ceux comme Friot et Lordon qui poursuivent ce rêve. C'est pourquoi je ne l'ai jamais écarté. Si vous dépliez la proposition de patriotisme internationaliste, vous constaterez que le retour à l'échelle nationale, Frexit décolonial, la reconquête de la souveraineté nationale populaire, le combat pour l'hégémonisation d'un bloc social accompagné d'un véritable programme de rupture avec le néolibéralisme, plus l'internationalisme sous sa forme anti-impérialisme. Je rappelle que selon Lénine, l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme et qu'à ce titre, être anti-impérialiste, c'est être automatiquement anticapitaliste. Donc cette proposition, c'est une proposition résolument et implacablement communiste. La différence entre un communisme qui se présente devant un peuple réfractaire pour toutes les raisons qu'on a dites et un communisme à visage, la différence entre un communisme qui se présente devant un peuple réfractaire pour toutes les raisons qui ont été dites et un communisme à visage patriote, c'est que le premier rate sa cible et que le deuxième a quelques chances de l'atteindre. Mais ce communisme devra être le communisme de son temps. Il devra être décolonial, pas seulement anti-impérialiste. Il pourra être chrétien, il pourra être islamique, il pourra être kurde, palestinien, chinois. Il pourra même être régionaliste. Car pour devenir une véritable transcendance, il doit accueillir en son sein la diversité humaine, la diversité des situations, la diversité culturelle, mais aussi tous les besoins de l'âme. Comme vous pouvez le voir, ce rêve que je promettais modeste et raisonnable est tout sauf raisonnable et modeste. Il est même un peu fou. Mais comme vous le savez, heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Du coup, il nous reste une vingtaine de minutes pour des questions. Ce que je propose, c'est qu'on essaye de les prendre 2 ou 3 à la fois. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va tourner dans la salle, c'est bon. Et est-ce qu'il y a des questions et est-ce que vous pouvez lever la main si c'est le cas pour qu'on vous voit et que s'engage une discussion sur ce qui vient d'être
raconter et proposer. Il y a René en haut. Ça ? Alors, une question, ça marche ? Une question à Richard Zemmour et une remarque à Boutelja. À Richard Zemmour, une partie de l'extrême droite est devenue antilibérale. C'est-à-dire, il y a le livre américain de Patrick Dennin sur Why Liberalism Failed. Comment voit-il les choses ? C'est-à-dire que ce constat de l'inefficacité et de la mort du libéralisme est aussi un constat partagé par les droites. Qu'est-ce qu'il peut en penser ? Par rapport à Ouria, je ne suis pas sûr de partager la façon de dire les choses, mais ça me fait penser à des argumentations utilisables et utilisées contre des gens d'extrême droite. J'explique, je pense qu'on doit expliquer aux gens d'extrême droite qu'ils sont partisans du grand ils craignent le grand remplacement et qu'en fait ils sont partisans du grand rétrécissement, c'est-à-dire de réduire ce pays à une fraction des gens de souche au carré. Et en fait c'est un manque de confiance dans ce pays qu'ils expliquent. Paradoxalement, nous faisons plus confiance aux capacités de ce pays, par exemple, d'éduquer l'ensemble de ses enfants, de transmettre quelque chose à l'ensemble des générations qui, effectivement, vont nous remplacer totalement. Et on a plus cette confiance que la vision craintive, répulsive, qu'a l'extrême droite de l'avenir de ce pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, ouais, regarde, il y a quelqu'un juste en haut, tout à droite. Et est-ce qu'il y aura une troisième question, histoire qu'on la prenne direct et que c'était qui les gens puissent répondre Moi, je trouve très intéressante l'idée de Frexit décolonial pour redonner un peu du désir dans le signifiant France, en tout cas au sein de la gauche. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard dans la mesure où Mélenchon portait d'une certaine manière ce projet en 2012 et en 2017 et aujourd'hui il est revenu sur son plan B de quitter l'Union européenne si sa négociation, la renégociation des traités ne lui convenait pas. Donc, alors ça paraît peut-être un peu pessimiste, mais est-ce que c'est pas un peu perdu dans la mesure où notre seul débouché institutionnel pour ce Frexit n'est plus. Voilà. Merci, bonjour. Moi j'avais juste une question très simple par rapport à ce que tu disais, Ouria. C'est des discours que j'ai pu lire très très récemment, venant plutôt de l'EZLN et du Chiapas au Mexique. Et je trouve que tout ce que tu disais, en fait, il y a beaucoup de points communs avec le retour à une zone un peu locale. Alors, ils ne parlent pas de nation, ils parlent de géographie France, géographie Mexique. Et voilà, en fait, et eux, ils disaient ça il y a 20, 30 ans, quoi, déjà. Du coup, ma question était simple. Est-ce que tu en as entendu parler ? Est-ce que c'est des choses qui t'ont inspiré aussi ? Voilà, merci. Richard, peut-être tu commences et Ouria, tu continues. I was asked a question about the critique of liberalism coming from the right and people like Patrick Dennin, for example, and the way in which their critique overlaps with the left. The only remark I would make about this is I think the reality is a lot more contradictory. If you look at Quinn Slobodian's recent work on what he calls Hayek's bastards, you see quite a lot of today's far right quite openly and explicitly aligning themselves, affiliating themselves with the Hayekian styles of liberalism, with neoliberalism. And in a way, that's continuous with a certain record of the past. Ishay Landa's work on fascism and the masses,
shows that there are certain continuities, certain overlaps between liberalism and fascism that are historically understudied. There's always been elements of elite individualism, a very profound, horrified reaction to collectivism. We don't want to be cattle, we don't want to be ants, insects, and so on. So I think that this is not particularly, novel. Nor do I think their critique of liberalism, insofar as it goes, is particularly interesting, because what they criticize liberalism for, by and large, are the things that liberalism ought to be defended for. Donc sur la question de la convergence éventuelle entre critique du libéralisme de l'extrême droite et de la gauche radicale, je dirais que la situation est beaucoup plus contradictoire. Si on regarde par exemple les travaux de Quinn Slobodian sur les soi-disant bâtards de Hayek, il montre qu'une grande partie de l'extrême droite aujourd'hui en fait recycle des thématiques ou un lien avec les thématiques de l'hayekisme et le néolibéralisme. Quand on lit aussi les travaux de Ishe Landa sur la question du fascisme et les masses, on voit beaucoup de convergence entre fascisme et libéralisme. Et il y a toujours eu des formes d'individualisme des élites qui sont très hostiles au collectivisme, qui ne veulent pas qu'on soit traité comme des moutons, comme des insectes. Donc il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Et en plus, je pense que leur critique, quand il y en a une du libéralisme, n'est pas très intéressante, parce que les choses que l'extrême droite critique dans le libéralisme sont précisément les choses qu'il faudrait défendre dans le libéralisme. Alors René, tu as fait une remarque que je partage, hein, donc je suis tout à fait d'accord. Ils ont une vision rétrécie de la France et ils lui font pas confiance. Mais j'ajoute qu'ils vont être les premiers à la trahir dans le projet européen. Et que à ce titre, ils sont en train déjà de l'abandonner, et que je considère, moi, qu'il faut saisir ce moment comme une opportunité. Le fait que l'extrême droite ne pourra avoir la confiance du bloc bourgeois que si elle se vautre le plus possible dans le projet européen. Plus elle sera européenne, plus elle aura la confiance du bloc bourgeois. Et moi, il me semble qu'il y a ici une tension qu'il faut utiliser contre elle, parce qu'elle va être obligée d'abandonner l'échelon national. Et donc, précisément, c'est à ce moment-là qu'une force politique révolutionnaire doit s'engouffrer pour utiliser cette contradiction profonde. Quelqu'un a parlé de Mélenchon qui recule sur l'Union européenne. C'est tout à fait vrai. Mélenchon n'est pas l'alpha et l'oméga de toute la politique en France. Il y a le mouvement social, il y a la volonté populaire, il y a ce que nous voulons, et on aura le Mélenchon qu'on mérite. Alors, si on est dans la rue, nombreux, par milliers, par millions, à refuser l'Europe, il va bien falloir qu'il s'aligne. Donc vous voyez bien que c'est une question de rapport de force. Je sais que Mélenchon a reculé, mais parce que nous sommes, à l'image, nous sommes mous sur cette question. On est mous. Bon, bah, donc lui, il est mou. C'est tout. Mais la question, c'est une question qui se joue à plusieurs. Et on doit nous-mêmes, les mouvements politiques, le mouvement social, tout simplement les organisations qui ne font pas partie de l'AFI, mais qui la soutiennent parce que c'est une gauche de rupture et qu'elle fait le taf, eh bien, c'est aussi à nous de jouer notre partition, et ça se passe aussi dans la rue. Et le chiapas, j'avais dans la tête. Alors, le chiapas, non, j'étais pas au courant. Non. Mais le Sud est souvent en avance sur nous, donc c'est pas très étonnant. Est-ce qu'on prend une dernière série de questions, ou est-ce qu'on va se reposer avant les derniers débats sur le plénière? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir d'une manière ou d'une autre? Oui, il y a une première question là. Bonsoir.
Alors c'est une question en direction de Rouya, direct. Merci déjà pour les deux interventions. Je vais essayer d'être explicite. Et donc, en fait, c'était sur la question rêver ensemble. Il me semble qu'il y a eu des expériences d'utopie collective, et je pense à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui sont des espaces qui ont été des espaces des territoires de pensée et de puissance d'agir qui pourraient, de loin ou de près, en tout cas, nous montrer qu'il était possible, en tout cas, de vivre un ensemble, de vivre et de mettre en place ce qui pourrait penser comme utopie, mais de mettre en place au quotidien, peut-être cette histoire de l'ensemble, d'être ensemble. Et il me semble que j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, c'était avec le média, sur le film qui dure 3 heures sur la Notre-Dame-des-Landes, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, très bien. Et en fait, il est apparu, alors moi je regardais ça de loin, j'ai eu envie d'y aller pour voir un peu, et puis on m'a tout de suite dit, quand j'ai demandé, donc je suis de Lyon, toute ma famille m'a dit, mais il n'y a pas d'arabe là-bas. Effectivement, il n'y a pas d'arabe. Effectivement, il n'y a pas de noir. Et donc la question, elle est que ces expériences de vivre et d'être ensemble au monde, et de réflexion dans l'agir, à un moment donné, comment nous, dans les quartiers, et j'ai l'impression que peut-être que c'est le mot d'en rêver, dans les quartiers où on est ensemble, il y a vraiment l'idée d'être ensemble dans les quartiers, et c'est le mot rêver, Voilà. Quand je demande, il n'y a pas longtemps, à un de mes neveux, et il me dit, mon rêve, c'est de ne pas aller en prison. Voilà. Donc voilà, peut-être que je suis loin du sujet de ce que tu as dit. Rêve raisonnable. Voilà. Ce que je disais. Rêve raisonnable. Moi, c'était juste une référence, et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a une BD qui s'appelle La Fabrique des Français, sur réinventer qu'est-ce qu'on veut dire par nation française et l'implication des immigrés dans cette imaginaire là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai offert aux personnes autour de moi avec qui j'arrive plus à avoir de dialogue. Et j'ai l'impression que là, on avait un espace de refaire du lien sur peut-être qu'on peut faire patrie autrement. Si on arrive à redéfinir cette patrie ensemble avec ces bases-là, là, on peut peut-être refaire du lien. Et du coup, je me dis que ça peut être un outil utile autour de nous. La Fabrique des Français. Et moi, j'avais une question concernant ton intervention, Ouria. J'ai l'impression qu'il y a 2 moments qui ont été beaucoup cités là, ce week-end, 2 moments de mobilisation importants qui sont les gilets jaunes d'un côté et les émeutes suite à la mort de Naël de l'autre. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une fracture entre les deux, dans le sens où j'arrive à voir dans les exemples historiques que tu donnes, que ce soit la résistance, la commune ou même les gilets jaunes et tout, comment le drapeau français a pu être brandi et comment on a pu faire rentrer dedans d'autres signifiants, des signifiants émancipateurs et tout. Mais j'ai l'impression que dans ce qui a mobilisé les quartiers lors des émeutes suite à la mort de Naël ou même en 2005, les cibles ont été justement des bâtiments qui brandissent le drapeau français. Et du coup, je me demande à ce titre-là à quel point on peut suivre ton hypothèse quand on voit que dans la mobilisation qui est prise ici comme exemple de mobilisation des tours, etc., c'est justement... on a l'impression que c'est quand même la France qui a attaqué. Voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question éventuellement, ou est-ce qu'on passe ça? Et du coup, Ouria, tu peux y aller. Moi, je crois être tout à fait lucide sur ce que tu dis. Donc là, tu parles de l'autre France, mais de la France, effectivement, qui a dominé les 2 derniers siècles. Évidemment que c'est la France dominante, et on retient de la France cet aspect-là. Évidemment, donc c'est un combat pour rendre l'autre France majoritaire. Donc c'est une lutte. Et rien n'est essentiel. Je veux dire, même historiquement, les révolutionnaires du tiers-monde ont utilisé les référents, par exemple, de la Révolution française.
Ça a été une des bases même de référence idéologique d'un tas de mouvements décoloniaux et internationalistes. En fait, tout le combat ici n'est justement de comprendre qu'on n'a pas affaire à des essences et que tout se transforme. Mais je suis en même temps très lucide, je parle de rêve raisonnable. Je sais très bien ce que c'est. Je suis une indigène. Je sais c'est quoi la France. Moi-même, je dis, je viens du mouvement décolonial et j'ai toujours rechigné quand je vois des indigènes qui portent le drapeau. Pour moi, ils étaient dans l'erreur. Je dis juste, là, je fais mon autocritique parce que j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire, mais et en même temps, je dis, ils ont tort. Je suis tout le temps et constamment au cœur de cette tension-là. Et que la police, elle soit raciste, oui, bon, tout le monde le sait dans cette salle. Je veux dire, c'est pas ça qu'il s'agit de répéter ici devant un public acquis à ce qu'est l'autre France, la France réactionnaire. Je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est qu'il y a une possibilité d'une autre France. C'est ça que je suis en train de dire. Et en même temps, avec en toute modestie, parce que moi, je suis comme Richard Seymour, en vérité. Moi, vous me voyez comme ça, moi, je suis très pessimiste. Parce que oui, il faudrait pour faire advenir l'autre France, mais mobiliser des forces sociales gigantesques. Gigantesques. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut. On est là parce qu'on pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est aussi con que ça. Mais c'est pas. Mais ça ne procure aucun optimisme quand je dis ça. Je dis juste, et ça c'est une vérité, je le dis devant tout le monde, c'est le bon sens. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il n'y a pas une météorite qui a fait exploser la Terre, on est encore sur cette planète. Donc il y a encore des possibilités. Je dis juste, il y a des possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, si on renonce à tout, mais je mets tout le monde ici devant ces contradictions. Si vous renoncez, vous allez faire du foot comme Ruffin. Si vous renoncez, c'est pas la peine d'être ici. C'est ça que je veux dire. Si vous êtes là, c'est qu'on ne renonce pas. Donc c'est qu'on croit quand même à quelque chose. Donc c'est autour de ce quelque chose qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, et j'ai pris vraiment beaucoup de précautions, c'est très raisonnable à partir, franchement, de la patrie. Qui l'eût cru ? C'est-à-dire qu'on peut pas rêver plus haut que ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Quelqu'un qui me dirait le communisme international, machin, tati, machin, je suis désolée. Non, pas avec les affects des masses populaires qu'on doit agréger à notre projet. Il faut rester matérialiste. Et donc, il n'y a que la France. Il n'y a que la France. Et moi, je ne suis même pas là en train de vous dire que je trouve ça extraordinaire. C'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux être efficace. Je suis militante politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité politique. Voilà. Et s'il y avait une autre entité que la France, je vous dirais, allons-y. Mais j'attends qu'on me dise quoi. Et je répète que j'ai énoncé les conditions. J'ai énoncé les conditions. Donc s'il y a quelque chose de mieux, je suis prête à immédiatement changer d'avis. Il y avait une autre question ? Oui, tu sais, sur le fait qu'il n'y ait pas de drapeau français dans les vols pour Noël. C'est normal. Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de drapeau français dans les mobilisations. Dans les mobilisations, en fait, ce sont deux natures de manifestations différentes. Celle contre l'islamophobie, ce sont des manifestations de dénonciation de l'islamophobie, mais dans le sens on appartient à la France. Celle pour la mort de Naël, on sait que c'est les flics qui ont tué Naël, et donc le drapeau français n'a aucune place ici. C'est évident que spontanément les gens ne devront pas se saisir du drapeau de ceux qui est sur l'uniforme de ceux qui ont tué Naël. Je veux dire, on est encore là dans la contradiction de ce qu'est et de ce que signifie ce drapeau. Et il est polysémique, comme tout. Merci beaucoup à Richard et à Auria pour ça. Et du coup, les discussions continuent. À l'extérieur, il y a un atelier, donc je vous demande d'être un peu discret en sortant sur le travail. Et il y a ensuite une plénière d'ici une demi-heure qui s'appelle « Défaire le nœud du racisme pour faire peuple ». Merci beaucoup à toutes et à tous.